économique dominante fait des ravages, comme vous l'avez dit, hein, je suis complètement d'accord, c'est quelque chose de terrible. Mais, alors moi, la vision que j'ai, c'est la suivante, c'est que ceux qui gouvernent, disons, les capitalistes, les détenteurs du capital, vont tout faire en les finançant, en les aidant, pour que les économistes qui défendent une théorie qui conforme à leurs intérêts soient les plus visibles. D'accord? Donc aujourd'hui, la théorie dominante, ce que j'appelle la théorie néolibérale ou théoclassique, ou monétariste, etc., c'est une théorie qui est très largement dans les écoles de commerce, dans certaines universités, comme Dauphine par exemple, ou à Sciences Po, etc., qui sont des endroits où maintenant les élites se forment et où les capitalistes veillent au grain et font en sorte que l'idéologie qui s'y diffuse soit une idéologie qui soit conforme à leurs intérêts. Donc il y a la pensée dominante, la pensée économique dominante, on peut dire qu'elle a un poids important, mais en même temps elle est totalement le reflet, ou si vous voulez, instrumentalisée par les capitalistes, quoi. Par contre, les économistes hétérodoxes, dont auxquels je me targue d'appartenir avec d'autres, hein, celui qui a écrit l'article que vous avez sous les yeux, d'autres, les économistes atterrés, attaquent dans les partis politiques de gauche, par exemple, Jacques Généreux, on parlait de Jacques Généreux qui était au front de gauche, etc. Eh bien, nous essayons de nous battre pour défendre un point de vue et pour montrer qu'il y a une autre pensée alternative, voilà, qu'il y a une autre vision possible du monde, de l'Europe, du monde, etc. Et pour dire, voilà, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on pense qu'il y a une autre vision possible, et c'est pas la vision dominante qui est forcément la meilleure, même scientifiquement, sur le plan scientifique, la rigueur du raisonnement, etc. Donc là, moi je m'occupe du préside le conseil scientifique d'ATTAC, c'est une de nos tâches de ce conseil scientifique, c'est de montrer qu'on peut être scientifique, c'est-à-dire rigoureux, tout en défendant des idées alternatives qui sont à l'opposé, qui contredisent largement les idées dominantes. Voilà. Et ça les embête, nos adversaires, parce qu'on est dans une guerre idéologique, évident, et ils l'ont bien compris d'ailleurs, hein. Tous les think tanks, comme on dit, les clubs, genre Club de l'Horloge et autres qui sont développés, qui développent une pensée réactionnaire, ils ont investi massivement, hein, les élites dominantes, pour pouvoir construire une pensée critique, qui critique l'État par exemple, qui critique les politiques publiques, etc. Donc nous, on a un travail à faire pour contredire ça, pour proposer un contre-discours, une contre-analyse et des contre-propositions. Et moi, je considère que c'est mon rôle, enfin, une de mes fonctions en tant qu'économiste. J'ai la chance d'être universitaire, donc d'avoir une certaine indépendance. On est encore dans un pays démocratique de ce point de vue-là. On peut être payé par l'État et critiquer le gouvernement qui est à la tête de l'État, encore sans aller en prison. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de pays qui nous entourent et pas très loin. Hein. Pensez à la Russie, par exemple. Donc, si vous voulez, voilà, on a cette possibilité de se battre pour essayer de développer des idées. Bon, donc vous avez raison, la pensée économique dominante a un poids considérable, mais elle est, encore une fois, elle est utilisée par ceux qui nous gouvernent ou ceux qui ont le pouvoir. Alors maintenant, cri du cœur, peut-on être encore pour l'Europe avec tout ce qui se passe? Alors je répète, hein, je comprends tout à fait ceux qui disent, je comprends tout à fait cette question, et je comprends tout à fait ceux qui disent, bon, arrêtons l'Europe, etc. Parce qu'on est tellement déçus par ce qui se passe que les évolutions récentes de l'Europe, et quand je dis récentes, depuis 30 ans ou 20 ans, sont dans un sens qui nous déplaît complètement. On peut dire arrêtons. Arrêtons, sortons de l'Europe. Sauf que je vous pose la question, supposons que nous quittions l'Europe, nous Français, nous la France. Croyez-vous pour autant qu'en France, avec le rapport de force politique qui existe en ce moment, hein, la France telle qu'elle est sociologiquement, politiquement, les partis politiques, etc., la faiblesse des syndicats, dont quelqu'un a parlé tout à l'heure, est-ce que vous ne croyez qu'on sera beaucoup mieux? Croyez-vous qu'en matière d'émancipation, de démocratie, d'amélioration de notre niveau de vie, etc., on sera forcément dans une situation meilleure? Je ne suis pas sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr. Je dirais même probablement moins bien. Voilà. Mais ça, c'est une conviction que vous n'êtes pas obligé de partager, évidemment, parce que c'est une conjecture. Je ne peux pas vous démontrer que j'ai raison. C'est une hypothèse. Et c'est pour ça que je suis très prudent par rapport à l'idée de sortir de l'Europe dans le contexte économique, politique, etc. actuel de notre pays. Bon, voilà. Mais je vous renvoie à une question. Vous me posez la question, peut-on être pour l'Europe? Mais je vous réponds, moi, mais pensez-vous que si l'on sortait de l'Europe, on serait dans une situation bien meilleure? Bon, il y en a qui le disent, hein. Je ne suis pas sûr. Alors ça rejoint justement la question de l'extrême gauche. La gauche de la gauche.
il y a quand même deux types de gauche de la gauche. Hein. Il y a, sauf erreur de ma part, déjà d'ailleurs, bon, en France, je ne parle pas des partis d'extrême gauche, mais je parle par exemple du Front de gauche. C'est la gauche de la gauche. Au Front de gauche, il y a deux partis. Le parti PG et le Parti communiste. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la même vision de l'Europe. Je pense que le PG, le parti de gauche, est plutôt pour essayer de continuer l'expérience européenne avec une réforme profonde. Il n'est pas pour la sortie de l'Europe, si je me trompe. Hein. En revanche, je pense que ces derniers temps, au Parti communiste, et j'y ai des amis, hein, donc moi, c'est pas du tout un jugement de valeur pour dire s'ils se trompent, enfin peut-être qu'ils se trompent, mais en tout cas, je suis comme vous, je suis en recherche, hein, donc je réfléchis tout haut. Je pense qu'au Parti communiste, en ce moment, il y a en effet une tendance qui me semble se développer, plus critique à l'égard de l'Europe, et on les comprend, hein, au Parti de gauche, au PG. Donc voilà, il y a bien deux sensibilités hein, à l'intérieur du Front de gauche. Une qui est plutôt pour il faut réformer l'Europe, il faut y arriver parce que l'idée d'Europe doit être préservée à coûte que coûte, dans la mesure du possible en tout cas. Et puis ceux qui disent maintenant ça y est, l'expérience a montré que ça foire, qu'aujourd'hui on a plus à perdre qu'à gagner. Bon, voilà. Bon, moi je serais plutôt, je ne cache pas, du côté du PG dans cette affaire, hein, c'est clairement. Maintenant, regardons à l'étranger. En Grèce, il y a Syriza, le parti de la gauche. Syriza est pro-européen. Enfin, pro-européen, pour continuer à défendre l'idée européenne et pour que la Grèce reste dans l'Europe. Et que pour même que la Grèce reste dans la zone euro. Quand on discute, parce qu'on les invite, on les rencontre, on a des amis, j'ai des amis d'attaque Grèce, et puis des amis qui viennent, on invite des gens de Syriza, ils ont ce point de vue pour le moment. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils souffrent hein, autrement plus que nous, de l'Europe et des politiques néolibérales, de l'austérité, etc. Donc, voilà, c'est pour dire que à la gauche de la gauche, il y a des sensibilités, ce qui est normal, des sensibilités différentes, mais qu'il y en a quand même pas mal qui sont plutôt pour rester, pour continuer le combat à l'intérieur de l'Europe, plutôt qu'à l'extérieur. Voilà. Et moi, je suis de cela, personnellement, mais je conçois que ce point de vue-là, ou plutôt ce pari que je fais, parce que c'est un pari, hein, on n'est pas du tout sûr de réussir, ce pari soit critiqué, et que certains d'entre vous ne soient pas d'accord, parce que, encore une fois, tout ça est très, très difficile et tellement complexe que il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Hein. Donc voilà un petit peu je vous redonne la parole. Je crois que j'ai à peu près tout. Enfin, est-ce que j'ai oublié les questions importantes? Vous me le dites? Oui, le rôle des syndicats. Ah, le rôle des syndicats. Alors, c'est très compliqué le rôle des syndicats parce que bien sûr vous avez cité la CFDT. Alors moi, je ne vous casse pas que j'étais à la CFDT en 68 et que je l'ai quitté. Je l'ai quitté vite fait. Mais je me suis rapproché à un moment donné de la CGT. Et maintenant, je suis assez critique à l'égard de la CGT, notamment depuis qu'elle est rentrée dans la CES, qu'elle a fait son recentrage, tout en étant quand même assez proche, parce que je pense que c'est le moins pire. Mais que, quand je dis moins pire, c'est trop sévère. J'ai des amis, je travaille beaucoup avec les économistes de la CGT, donc, bon. Ceci dit, par exemple, j'ai un copain, je vais vous donner son nom parce qu'il est connu publiquement, c'est Jean-Christophe Ledwigou. Avec Jean-Christophe Ledwigou, j'étais pas d'accord, je trouvais qu'il était complètement centriste. Je veux dire, il avait une vision très peu critique, à mon avis, ou pas assez critique du capitalisme financier. Et en même temps, c'est un copain. Je veux dire, on est en très bon terme personnel, hein, mais j'ai eu des débats avec lui. Non, mais attends, je suis pas d'accord. Comment tu peux dire ça, toi, CGT enfin, hein, on est loin de la lutte des classes avec Jean-Christophe Ledwigou. Hein. Bon. Mais bon, en même temps, c'est un mec très bien. C'est un ancien inspecteur des impôts. Il a une connaissance des dossiers, très utile à la CGT de ce point de vue-là. Bon, voilà. Hein, bon. Et donc, même la CGT a fait un sacré recentrage. Thibault y a contribué. Ils ont fait un pari aussi, je ne les critique pas. Ils se sont dit, on ne peut pas rester en dehors de la CES, Confédération Européenne des Syndicats, parce que si on le fait, on va se marginaliser. Et que donc, leur pari, c'est de dire, on rentre dans la CES, on va essayer de la faire évoluer de l'intérieur. Pour le moment, on n'a rien vu de ce côté-là. Et là, c'est parce que le rapport de force est tel que les autres syndicats qui sont dedans sont tellement modérés que la CGT ne pèse pas assez lourd. Quoi. Et c'est ça, c'est le rapport de force, c'est pas une critique, c'est le rapport de force qui est là. Et donc, voilà. Maintenant, il faut faire attention quand même dans les discours qui consistent à taper, ou en tout cas à incriminer beaucoup les syndicats, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, parce que je pense que, d'une part, ils reflètent, y compris la CFDT, ils reflètent quand même des aspirations, ils reflètent, comment dire, des modes de pensée. La CFDT reflète les modes de pensée d'un certain nombre de gens, des cadres, mais pas que des cadres, des classes moyennes, etc. Donc, on ne peut pas jeter comme ça, là c'est des salauds, ils nous ont trahis. Il y a beaucoup, s'ils ont quand même encore un certain poids, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, ils sont en accord avec leurs idées. Donc voilà,
Par contre, ce qu'on peut déplorer, c'est la faiblesse du taux de syndicalisation en France, et qu'un vrai gouvernement de gauche, ferait une réforme, ou des réformes pour faire que le taux de syndicalisation augmente. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord, rendre obligatoire l'adhésion à un syndicat pour profiter des avancées dans les négociations qui sont dues au syndicat. Donc si vous avez un syndicat dans une entreprise, ou bien dans une branche qui obtient une avancée pour les salaires, pour les conditions de travail, etc., bien, vous ne pouvez pas en profiter si vous n'êtes pas syndiqué. Dans les pays scandinaves, on dit « Oh, regardez, en Suède, en Norvège, 80% de syndiqués. » Ouais, mais c'est parce qu'il y a une obligation à vous syndiquer si, précisément, vous voulez profiter des accords négociés. Donc moi, je serais partisan de ce genre de choses. C'est un peu autoritaire comme mesure. Mais si vous voulez, il faut redonner du poids aux syndicats. Et même la gauche, alors il faut dire que c'est une gauche social-libérale, elle n'a pas trop envie de trouver des syndicats puissants en face d'elle. C'est ça aussi. Mais ça serait une victoire, enfin, sur le plan de la démocratie. Donc voilà une revendication qu'il faudrait, que je suis étonné de ne pas l'entendre plus souvent, y compris de la part des syndicats, une revendication qui serait d'obliger les gens qui profitent, les salariés qui profitent des syndicats, de se syndiquer, quoi. Oui. On remet que c'est en France quand même où il y a plus de lutte. Même si c'est moins de syndicats. Bien sûr, bien sûr. Il y a plus de lutte. Oui, bien sûr. Mais là, vous me parliez des syndicats. Moi, je vous réponds sur les syndicats. Mais par exemple, la CGT, même si je suis à la CGT, mais je suis très critique vis-à-vis de la personne que vous avez. Oui. Bon, la CFDT, ils ont appelé à voter la règle d'or, par exemple. Ils ont appelé spécifiquement à l'augmentation de la TVA sociale de Sarkozy. Ouais. Bon, des syndicats comme ça, si vous voulez. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas le débat, mais quand même, tu crains pas en disant qu'une espèce d'obligation de se syndiquer va transformer, qui est déjà mal parti en termes de lutte de classe, de transformer ces syndicats en syndicats de service, c'est-à-dire. Ça, moi, ça. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, regarde les syndicats allemands. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une règle équivalente en Allemagne, mais. Oui, mais écoute, alors tu peux dire que la cogestion c'est très mauvais, mais tu peux aussi dire que la cogestion, regarde comment en Allemagne, ils gèrent les problèmes de restructuration d'entreprise et de conflits sociaux. Moi, je vais peut-être vous choquer en disant, je pense qu'en Allemagne, ça se passe quand même beaucoup mieux. Quand il y a une volonté de la part du patronat allemand de transformer l'entreprise, de la restructurer, par exemple de réduire la taille d'entreprise pour aller délocaliser ou que sais-je, il y a obligation dans le droit allemand, imposée notamment par les syndicats allemands, suite à des luttes et à des négociations, donc les syndicats allemands quand même ne sont pas complètement vendus au système, qu'il y ait un débat préalable et voire un veto. C'est-à-dire, il y a possibilité dans certains cas d'avoir un veto de la part des syndicats et des travailleurs qu'ils représentent. Donc, je veux dire que dans le modèle allemand qui est en train d'évoluer dans le mauvais sens, il y a un affaiblissement aussi des syndicats en Allemagne en ce moment, mais disons que tout n'est pas négatif. Même si on peut dire « c'est fait de la cogestion, donc ils sont complètement inféodés au système », je n'aurais pas un jugement aussi catégorique. Je pense que en France, c'est catastrophique. Le patronat impose ses plans de restructuration. Du jour au lendemain, ils vous disent « voilà, on arrête, on va fermer l'usine dans 6 mois ou dans 3 mois, et puis vous n'avez rien à dire. Et puis on va gérer la casse, quoi, le mieux possible. » Alors que s'il y avait un débat en amont, en disant « voilà, l'entreprise est en difficulté, elle perd de l'argent, mais on pourrait la redéployer, redévelopper certaines activités, en abandonner d'autres, etc. Former les travailleurs pour qu'ils s'adaptent à ce changement. » On limiterait un tout petit peu la casse. C'est faire de la cogestion, peut-être. C'est quand même un moyen aussi de limiter la casse. Donc je veux dire, moi, je suis de ce point de vue-là, je ne suis pas révolutionnaire, je suis très réformateur. Enfin, je pense qu'il faut recréer les conditions d'un dialogue et d'un dialogue musclé. C'est-à-dire qu'avec des possibilités pour les syndicats de s'opposer à certaines décisions. Oui. On entend parler depuis plusieurs jours de nationalisation. Oui. Ah, ça c'est notre monsieur Montebourg qui veut nationaliser Mittal, notamment la sidérurgie. Moi, alors, je connais pas bien le dossier, donc je ne sais pas si ça ne sera pas un cadeau empoisonné. Mais je connais un dossier que je connais bien parce que j'y travaille, c'est mon domaine de compétence, c'est tout ce qui est bancaire et financier. Alors là, je suis pour les nationalisations. C'est-à-dire que je pense que ce qui est scandaleux avec la crise qui vient de se produire, c'est que les États ont aidé les banques avec notre argent de contribuables, sans aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Les banquiers donc, sont ensuite repartis avec l'argent, ils ont amélioré leurs résultats. Quand ils ont fait les bénéfices, ils ont redistribué ces bénéfices aux traders, aux patrons et aux actionnaires. Et puis voilà. Bon.
Et nous, les contribuables, enfin, on n'en profite absolument pas. Hein, bon. Et l'idée, ça serait de dire, voilà, ben, si une banque est en difficulté, eh bien, il faut organiser un contrôle social sur les banques. Je n'emploie pas de nationalisation. Volontairement, parce que pour moi, il y a plusieurs formes de contrôle. Hein, une vraie banque coopérative, pas comme le Crédit Agricole, hein, ou comme le Crédit Coopératif. Enfin, si le Crédit Coopératif est quand même le moins mauvais exemple. Mais une vraie banque coopérative, c'est aussi bien, et même peut-être mieux à certains égards, qu'une banque nationalisée. Hein. Donc, parce que tirons le bilan des nationalisations des banques françaises, notamment à partir de 81, 83, ça n'a pas été la réussite totale. Hein. Ça n'a pas été en termes de démocratie, en termes, les banques se sont comportées comme des capitalistes, hein, à bien des égards, donc c'est pas suffisant. Donc il ne suffit pas de dire nationalisation, il faut dire contrôle social. Contrôle social, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que l'État. Je suis désolé de le dire, mais l'État, il est tenu par des Hollande, des Sarkozy et des autres, donc ce n'est pas forcément des amis, hein, toujours. Donc l'idée c'est, il faut l'État, bien sûr qu'il faut l'État, parce qu'il représente quand même, c'est les élus, puisqu'ici on est quand même dans une démocratie, donc mais il faut aussi des acteurs comme les représentants des salariés, les représentants des usagers, voire les collectivités territoriales, si c'est une banque qui a, par exemple, une action locale importante, etc. Et c'est pour ça que je suis partisan aussi de transformer ce qu'on appelle dans le langage moderne, contemporain, la gouvernance, ou si vous préférez l'organisation de la gestion d'entreprise, qui décide, et si on ne change pas ça, la nationalisation ne changera pas forcément grand-chose, comme l'expérience des années 80 l'a montré. Voilà, donc je dis oui pour les nationalisations, mais je préférais employer le mot de contrôle social. J'en prends pas socialisation parce que c'est tellement connoté, peut-être pas dans cette salle où on n'est pas choqué par le mot, mais quand vous allez dans un public plus divers, disons, vous employez le mot socialisation, vous dites ouais, vous êtes pour la soviétisation, vous voyez tout de suite ce dérapage. Bon. Donc je fais attention à mes mots pour que ça ne soit pas récupéré de manière négative. Mais un autre mot d'ordre que nous avons, c'est-à-dire un autre objectif, c'est de créer un pôle public, bancaire et financier, si possible européen. Quand je dis si possible européen, c'est-à-dire que l'idéal serait qu'il soit à l'échelle européenne. Par exemple, en ce moment, il y a d'ailleurs les syndicalistes jouent un rôle très important, les syndicalistes CGT en l'occurrence, d'ailleurs de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, sont en train de travailler, nous travaillons avec eux, nous les soutenons, nous attaquons entre autres les économistes intégrés, pour essayer de demander que se crée ce pôle public européen en partant notamment de la Caisse des dépôts, en élargissant les missions de la Caisse des dépôts, et éventuellement en changeant son mode de gouvernement, hein, et aussi en se battant pour préserver la banque postale pour qu'elle ne devienne pas une banque privée. Alors, il y a eu ce référendum, la majorité de ceux qui ont voté ont dit qu'ils étaient pour le maintien d'une banque postale publique. Il faut se battre pour maintenir cet objectif-là et que ce soit une banque publique, mais aussi avec un vrai contrôle social, pour qu'elle se comporte comme une banque à caractère social et non pas une banque capitaliste, même si elle a l'État comme principal actionnaire. Donc voilà. Donc maintenant pour la sidérurgie, je vais répondre à la question, je ne sais pas, j'ai pas étudié le dossier, pourquoi pas? J'ai pas de, comment on dit, de religion ou d'opinion toute faite sur la question. Je pense en tout cas qu'il faut s'attaquer frontalement à ces maîtres de forge que sont Mittal et les autres, qui ne pensent qu'à se faire du fric sur le dos des travailleurs et qui sont totalement apatrides. D'abord est indien, Mittal, son siège est à Londres et il va chasser sur les terres européennes pour gagner le maximum de fric et il bouge ses usines quand il veut. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que notre État soit en effet assez faible. J'ai compris qu'Hollande avait reçu aujourd'hui M. Mittal ou ses représentants pour s'excuser des propos un peu outranciers de M. Montebourg. Là, bon, je trouve ça un peu scandaleux et je trouve que M. Hollande fait un peu trop de concessions. Moi je pense, comme vous, que l'Europe est encore utile, bien que j'ai une vision de l'Europe tout à fait négative, et je pense que c'est utile parce qu'on arrive dans une période où le capitalisme ayant fait faillite, moi personnellement je pense qu'il a fait faillite, et il vient de le montrer encore cette fois-ci avec la crise de 2007-2008, eh bien il faut qu'on puisse avoir un instrument qui pousse à l'évolution vers un système différent, mais qui ait suffisamment de puissance pour l'imprimer à l'ensemble de la planète éventuellement.
Actuellement, est-ce qu'on peut dire, je termine là-dessus, est-ce qu'on peut dire que nous sommes en Europe dans une démocratie? Moi, je ne le crois pas. Parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui fait la loi par le pouvoir législatif qu'il exerce par des représentants élus par le peuple. Or, actuellement, en Europe, dans la Constitution française, une condition qui me paraît essentielle de démocratie, c'est que le pouvoir législatif est l'initiative des lois. Or, en Europe, le pouvoir législatif n'a pas d'initiative des lois. Il n'a pas d'initiative des lois. Et il y a quelque temps, je ne me rappelle plus exactement, il y a quelques années peut-être, il y a une loi européenne qui est passée indiquant que la loi européenne l'emportait sur les lois des différentes nations composantes. Donc la France, qui a toujours dans sa constitution maintenu que le Parlement avait l'initiative des lois, pouvait avoir l'initiative des lois, cette loi est caduque. Puisqu'il suffira, par exemple, je ne sais pas, pour les OGM, il suffira que le Parlement européen, sur la proposition de la Commission, décide que l'OGM est partout très bon et impose de l'accepter pour que cette loi ayant le pas sur la loi française, eh bien, on ne sera plus maître. Donc on n'est plus dans une démocratie donc ça montre bien aussi qu'il a été, pour moi, l'Europe a vu son objectif complètement faussé, peut-être à partir de 92, et transformé en une gigantesque pompe à finances qui permet à la puissance financière de pomper jusqu'à plus soif. Je réponds à votre question ou j'en prends plusieurs? Je réponds. D'autres questions? Une question très riche. Hein. Il y a plusieurs questions. Bon, je peux déjà répondre à ça, puis s'il y en a d'autres. Alors, il y a un mot que je ne partage pas, si vous me permettez, c'est l'Europe puissance. Moi, dans la conception que j'aurais de l'Europe, c'est l'idée qu'on pourrait imaginer une Europe qui aurait quand même des principes au niveau des relations internationales qui seraient différents ou qui ne seraient pas complètement alignés sur le mode de fonctionnement des superpuissances comme les États-Unis et la Chine aussi, par exemple. Bon. Et l'idée, c'est que si on admet qu'on veut une Europe démocratique dans laquelle il y a un minimum de solidarité entre les pays membres, ça veut dire qu'on veut aussi de la solidarité avec les pays tiers, et notamment les pays, par exemple, africains ou les pays latino-américains, etc. Et tout donc, ça serait plutôt que l'Europe puissance, ça serait plutôt une Europe partenaire, je dirais. Voilà. Non, mais c'est pas pareil. Donc l'idée, c'est, avec le mot coopération en priorité, quoi. Bon. Et notamment en direction des pays les plus pauvres, les pays qui ont besoin de coopération, justement, pour se développer, et même pour les protéger contre les aléas du libéralisme, par exemple, les accords de libre-échange, donc pour se battre. Et comme nous sommes un pays agricole, se battre aussi aux côtés des pays en voie de développement qui ont souvent pour ressource principale l'agriculture, pour essayer ensemble de mettre en place des règles qui soient plus satisfaisantes pour les agriculteurs, pour l'environnement, etc., etc. Voilà un petit peu l'idée. Alors, l'histoire de l'initiative, je ne suis pas sûr qu'en France, le Parlement ait beaucoup d'initiatives pour les lois, dans la Ve République actuelle. C'est pour ça que je serais pour un changement de République. Comme M. Montebourg d'ailleurs en l'occurrence, qui va se battre avec d'autres pour une 6e République, c'est-à-dire un régime dans lequel il y ait un pouvoir parlementaire qui soit beaucoup plus important, hein, non seulement en termes de contrôle du gouvernement, mais aussi en termes d'initiative. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord pour dire qu'il y a énormément de textes que nous vote le Parlement, qui sont des directives européennes transposées en droit national. Donc ça veut dire qu'en fait, on doit, une fois que... Mais alors, avant ça, ça veut dire que notre gouvernement a quand même donné son mot. Hein. Ça ne tombe pas de la Commission européenne. Quand on élabore une directive, très souvent, ce sont les gouvernements qui se mettent d'accord entre eux, et notamment le gouvernement français et allemand qui domine ces dernières années, disons, les grands processus de décision. Hein.
Donc notre gouvernement a sa part de responsabilité. C'est pour ça que se dédouaner sur l'Europe, attention, c'est facile, mais en même parce que c'est quelque part, s'il y a une directive qui nous arrive pour renforcer l'hygiène, c'est plutôt bon, ou au contraire une directive mauvaise sur les OGM, c'est que quelque part, avant, notre gouvernement a donné son feu vert. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne peut pas venir autrement. Et donc, dire que c'est la faute à l'Europe, oui, l'Europe a une part de responsabilité, mais il y a aussi une part de responsabilité de nos gouvernements. Parce que aujourd'hui, c'est une Europe intergouvernementale. C'est-à-dire, en fait, c'est les conseils qui décident. Si M. Barroso veut prendre une initiative tout seul dans son coin, il n'y arrivera pas. Il faut que les gouvernements soient d'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas faire l'Europe, disons, les autorités européennes, que sont le Parlement, qui est encore assez faible, et la Commission européenne, sans l'accord du gouvernement. Il y a un domaine où la Commission européenne a un pouvoir plus fort que les gouvernements, c'est la question de la concurrence. Depuis quelques années, depuis 10 ou 20 ans, progressivement, avec le développement des marchés, etc., c'est construite une chasse gardée, si je puis dire, avec l'assentiment des gouvernements, comme étant la gardienne de la concurrence. Et donc, par exemple, c'est ce qui explique que quand vous avez deux entreprises qui se rapprochent, qui fusionnent, il faut l'autorisation de la Commission européenne. Et celle-ci, dans son idéologie ultralibérale, va regarder si ça ne fausse pas la concurrence. Et le marché aussi, voilà. la gestion du marché. Exactement, le marché public. Voilà. C'est incroyable ce qui se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés publics, alors quand c'est des très gros marchés, on peut comprendre que la concurrence, je ne suis pas un farouche opposant à toute forme de concurrence. Quand il y a des très gros marchés, c'est bien de mettre Bouygues en concurrence, par exemple pour construire un hôpital ou pour construire un pont, mettre Bouygues en concurrence éventuellement avec une entreprise étrangère. Je veux dire, c'est quand même les contribuables qui payent éventuellement, ou les élus, enfin les contribuables locaux. Il faut payer le moins cher possible. Donc la concurrence n'est pas forcément une très mauvaise chose. Mais ce qui est incroyable, c'est que pour des petits montants, etc. Alors moi je travaille dans une université maintenant, quand vous faites poser, vous achetez des ordinateurs, ou quand vous faites poser des équipements, etc., vous devez faire un appel d'offres, c'est absolument ridicule. Ça paralyse tout. C'est devenu la folie furieuse. Comment? Même pour 3 000 €, oui, c'est vrai. Oui, même pour 3 000 €. Moi je dirais à Feder, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Donc, là, on est allé beaucoup trop loin, à tout point de vue, et donc la Commission européenne, là, elle a un pouvoir et elle embête tout le monde. Là-dessus, c'est clair. Mais dans d'autres domaines, je crois que la plupart des lois qui nous viennent de l'Europe, si je puis dire, sont des lois qui ont été discutées avant par les conseils des ministres ou des chefs d'État et de gouvernement, et donc quelque part, nous avons en tout cas, nos chefs de gouvernement et d'État ou nos ministres ont donné leur accord, quelque part. La loi qui interdit aux banques centrales de prêter à l'État et qui oblige la Banque centrale à prêter à des banques à 1%. Alors ça c'est le traité de Maastricht. Alors ça, c'est le traité de Maastricht chez Mitterrand. C'est une pompe à finance. Oui, mais ça, c'est bien sûr. Mais non, mais pour répondre à votre question, la France a joué un rôle très important dans cette affaire. Mitterrand, avec M. Kohl, à l'époque, était, bien que de couleurs politiques différentes, en principe, était très copain, enfin très complice. Et la mise en place du traité de Maastricht, puis de la construction de l'Union économique et monétaire, ça a été une affaire notamment franco-allemande. Et notre gouvernement de gauche, à l'époque, a été un des artisans. Et en tout cas, alors, le deal, c'était les Français voulaient absolument une monnaie unique, les Allemands n'en voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur marque, qui symbolisait leur réussite économique, politique, etc. Donc les Allemands ont dit, d'accord, on accepte d'abandonner une marque, mais à ce moment-là, les statuts de la Banque Centrale Européenne seront ceux de la Banque, en gros, la Banque Centrale Allemande. Donc, tout est règle. Notamment, la règle qui interdit à la Banque Centrale de prêter à l'État. Pourquoi? Eh bien parce que les Allemands ont connu l'hyperinflation, ont eu une expérience aussi historique assez dramatique de ce point de vue-là, et donc ils ont la phobie de la création monétaire trop forte qui pourrait, même si ce n'est pas toujours le cas, créer de l'inflation. Donc l'idée, c'est pas de création monétaire par les États ou sous la pression des États. La Banque centrale est indépendante et, d'autre part, la Banque centrale ne finance pas directement les États. Voilà. Et ça a été inscrit comme dans le traité de Maastricht. Donc maintenant, c'est très difficile, évidemment, de ne pas le faire. Alors, je trichais déjà, et puis, que je n'aime pas particulièrement, mais je reconnais quand même qu'il a fait des choses qui ont énervé d'ailleurs beaucoup les Allemands. Puis maintenant, Draghi, qui n'est pas un Allemand, mais un Italien, comme vous le savez, un grand copain des banquiers, je suis d'accord, mais Draghi et Trichet ont un peu violé les Allemands, si je puis dire, en interprétant le traité de Maastricht de la manière la plus, disons, qui va dans le sens d'aider les États quand même. Je m'explique, la Banque Centrale Européenne a fait des programmes de rachat
de titres de la dette publique, notamment grecque, espagnole, italienne, etc., pour essayer d'alléger un petit peu le fardeau de la dette, notamment en essayant de faire baisser les taux d'intérêt. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, hein. C'est beaucoup moins bien que ce que font d'autres pays, parce qu'il y a cette limite et qu'il faudrait l'éliminer, évidemment. Le problème, c'est un traité international, Maastricht, et que, comme tous les traités internationaux, vous savez, c'est au-dessus des lois. Hein. Donc, pour arriver à briser ces règles, il faudrait revoter ou il faudrait refaire un traité, ce qui est évidemment très difficile. Mais on peut... J'exclus pas qu'avec la crise, si on s'enfonce encore plus dans la crise, les Allemands fermeront un petit peu les yeux, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ces dispositions, c'est leurs règles hein, qu'on a appliquées. Ils sont à un moment donné obligés d'accepter, entre guillemets, de se faire violer, parce que, autrement, c'est l'Europe qui s'effondre, et comme eux, c'est les Allemands les principaux, les Allemands et les pays riches, les pays néo-mercantilistes du Nord, les principaux gagnants de l'Europe et de la zone euro, c'est eux. Alors, j'étais hier, vous voyez, pour vous cacher, dans une soutenance de thèse, où justement il y a l'étudiant, le doctorant, hein, qui a réussi son diplôme de docteur, a fait les calculs de subventions implicites que nous faisons aux Allemands via les avantages qu'ils retirent de leur surplus. C'est-à-dire, comme ils ont un marque qui est, c'est un peu compliqué, mais qui est sous-évalué, parce qu'il n'y a pas eu d'ajustement, ils auraient dû se réévaluer s'il y avait eu plusieurs monnaies, mais il n'y en a pas. Donc implicitement, ça veut dire que leur monnaie est beaucoup trop faible. Donc ça encourage les exportations allemandes. Donc les Allemands, comme ça, gagnent beaucoup à l'échange, et c'est comme si on les subventionnait. Ou une autre façon de dire la même chose, c'est comme si les Allemands exportaient leur chômage chez nous. C'est-à-dire que, comme ils produisent beaucoup grâce à leurs exportations qui sont très compétitives, eh bien, ça stimule évidemment la croissance et ça permet de réduire le chômage chez eux, mais ça augmente le chômage chez nous, ou chez les Grecs, ou chez les Italiens, ou chez les Espagnols. Donc, on a calculé ça et on voit que les Allemands et les Autrichiens, les Hollandais sont les grands gagnants de l'Europe. Aujourd'hui, c'est clair. Donc, ils vont tout faire pour préserver cette Europe, même s'ils la critiquent, hein, qui leur est extrêmement avantageuse. Donc, on peut leur faire avaler des couleuvres. Et c'est là que je pense que Hollande a vraiment mal joué, je crois l'avoir dit peut-être la dernière fois, c'est quand il a été élu président de la République, c'était en mai, je crois, c'est ça, en juin. Il a été au premier sommet européen de 24 juin, auréolé de sa victoire, et il avait donc une forte légitimité, surtout qu'il avait dit pendant la campagne qu'il allait faire une remise en cause, qu'il allait renégocier le traité, et en particulier qu'il allait faire lutter contre les politiques d'austérité, et ben il a baissé son froc, excusez-moi, tout de suite. Alors que le contexte était favorable, parce que non seulement il était élu, il avait la légitimité, mais en plus il y avait les Italiens et les Espagnols, qui pourtant ne sont pas ses amis politiques, hein, puisque ce sont des conservateurs, qui étaient prêts, qui hurlaient en disant ça suffit, on nous impose trop d'austérité, on va avoir des problèmes, et donc il y aurait pu avoir une alliance de facto entre la France, l'Italie et l'Espagne, pour obliger les Allemands à reculer, et je pense que c'était jouable. Et là, Hollande a loupé le coche, quoi, parce qu'il a peur de l'affrontement, parce qu'il n'a pas envie de prendre des risques quoi, politiques, hein. C'était risqué de faire ça, mais je pense que c'était tout à fait intéressant de le faire, et voilà. Et donc là, il y a une occasion manquée très importante. Oui. Il me semble qu'il y a un climat des traités internationaux inscrit dans la Constitution. Oui. Donc la question de la transcription, en fait, elle est obligatoire. On ne peut pas dire que l'Europe impose. C'est au nom de traités signés et c'est l'application de traités signés. On est bien responsable dans l'affaire. La deuxième chose, il me semble que l'Europe c'est plutôt un modèle anglo-saxon, le rôle du Parlement, et que ça, c'est une vraie question par rapport à d'autres pays, et qu'on voit bien que sur d'autres points, par exemple, il y a eu en fait l'application progressivement le droit français est nié en partie. Il y a des transformations qui se passent là-dessus. Mais l'autre point que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a effectivement, du point de vue français, une faiblesse, c'est que malgré tout le raisonnement de Hollande s'appuyait sur l'idée d'un retour à la croissance. C'est quand même une logique qui pourrait partir et qui pourrait nulle part. Il y avait un autre choix qui était possible, c'est d'aller vers un vrai budget européen et d'aller vers non pas, et c'est pour ça que je me pose la question moi, du mélange des rôles. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un pôle bancaire européen qui jouera un rôle en l'application du budget, plutôt que confondre le rôle de l'investissement avec le rôle monétaire de la Banque centrale? Oui, je suis tout à fait d'accord, oui.
la raison pour laquelle nous sommes favorables, quand je dis nous, les économistes atterrés, les économistes du front de gauche, etc., pour la création d'un pôle public européen, d'un pôle bancaire public européen, c'est justement pour financer l'investissement, notamment les investissements de long terme, ce qu'on appelle l'investissement de long terme, que le secteur privé ne sait pas faire. Investir dans les énergies alternatives, dans le ferroutage, dans l'aménagement des ports, etc., ou faire des nouvelles formes d'urbanisme, etc., c'est des choses qui sont très coûteuses et qui impliquent des investissements à long terme que le secteur privé ne sait pas faire. Donc de toute façon, il faut que les acteurs publics le fassent. Donc il faut des financeurs d'acteurs publics, il faut donc des banques publiques. Voilà. Et ce n'est pas les banques privées qui peuvent le faire. Donc, c'est clair. Et donc en France, nous avons la chance d'avoir encore, c'est la seule chose qui reste du fait du secteur public financier et bancaire que nous avions dans le passé, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Donc l'idée, ça serait de réformer, ou en tout cas de reprendre la Caisse des dépôts, d'en faire un peu le point de départ de la reconstruction d'un secteur public. Prenez le cas de Dexia, par exemple. C'est un des scandales les plus importants. Dexia, c'est une banque, c'est une banque franco-belge, hein, comme vous savez, qui, au départ, du côté français, c'était la caisse de financement des collectivités locales, CAEC, qui est devenue le CLF, Crédit Local de France, qui a été privatisé et qui a fusionné avec une banque belge pour devenir Dexia. Et qui a fait ensuite des prêts toxiques aux collectivités locales pour se faire un maximum d'argent et à surendetter des collectivités qui aujourd'hui le payent très cher. Quand je dis les collectivités, c'est aussi les hôpitaux d'ailleurs, hein, par exemple. Et donc, là, il y a quelque chose qui est absolument scandaleux. Donc il faut, plutôt que de faire la politique actuelle, on porte à bout de bras Dexia en lui donnant des aides pour pas qu'elle fasse faillite, c'est nationaliser Dexia. Si les Belges ne sont pas d'accord, ben on la recoupe en deux, on en refait une entité française, et aujourd'hui, on décide que c'est elle, enfin, on revient à la vocation initiale du financement des collectivités locales. Parce que vous savez que dans nos pays, il n'y a pas qu'en France, l'essentiel de l'investissement public, notamment, il est fait par les collectivités locales, c'est pas par l'État. Les locales construisent des routes, des hôpitaux, des écoles, des stades, des piscines, etc. Et que donc, si on coupe les ailes aux collectivités locales en leur donnant pas les moyens, comme ils avaient dans le passé, de se financer dans des conditions favorables, avec des taux d'intérêt très bas, etc., eh bien, on décourage l'investissement local, qui est fondamental pour la qualité de la vie des gens. Les écoles, les hôpitaux, les routes, etc., c'est fondamental. Et donc, il faut redonner, il faut recréer. C'est pour ça, quand on parle d'un pôle public, c'est notamment avec des acteurs comme ceux-là, des acteurs publics destinés à financer les collectivités locales. Le scandale de la Caisse des dépôts, par exemple, c'est qu'elle collecte, comme vous savez, les ressources, elle collectait la totalité des ressources du livret A, que les Français aiment bien, hein, voilà, qui est un livret populaire, d'épargne populaire, hein, même s'il y a beaucoup de riches qui mettent aussi l'argent dedans, mais c'est beaucoup d'épargne populaire, qui allait très largement vers le logement social et aussi le financement des collectivités locales. Et on a décidé, sous la pression de Bruxelles, alors pour le coup, là, c'est pas... en raison de la concurrence, c'est les banques françaises sont allées se plaindre en disant « Ouais, regardez, cet argent des livrets A, on n'a pas le droit d'offrir des livrets A, il n'y a que la Poste et les caisses d'épargne qui peuvent le faire, mais nous, on ne peut pas. » Et donc, ils sont allés se plaindre, ça fait un peu comme le gosse à la récré qui ne va pas, « Dame, il m'a embêté. » Et donc là, la commission a dit « ça fausse la concurrence, donc vous allez obliger, le gouvernement français a été obligé de demander aux banques, d'autoriser les banques à collecter du livret A. Et quand les banques collectent du livret A, alors il y a une règle quand même, c'est je crois 40% doit repartir à la Caisse des dépôts, mais ce n'est que 40%. Avant c'était 100% du livret A qui allait à la Caisse des dépôts. Donc là il y a de l'argent que les banques utilisent pour spéculer ou pour faire n'importe quoi, mais pas forcément, vous pouvez l'imaginer, pour faire du social. Donc, et même certainement pas pour faire du social. Donc l'idée c'est qu'il faudrait retrouver cette épargne populaire, hein, qui représente des milliers de milliards d'euros, pour la réinvestir vers des emplois de long terme, des emplois sociaux, comme le logement social, etc. etc. Il faut reconstruire ce type de... C'est tout à fait possible. Et on peut aussi imaginer de le faire à l'échelle européenne. Ça serait l'idéal. Voilà. Mais il faut se battre pour ça. Et d'ailleurs, il y a des syndicalistes en ce moment qui se battent pour cette idée-là, en partant de cette idée-là, reconstruisons un pôle public français puis européen dans le domaine bancaire et financier. C'est un mot d'ordre très important et je pense que nous, citoyens, nous qui avons éventuellement des livrets A, on doit être intéressés dans... Donc si vous avez un livret A dans une banque privée, retirez-le et allez le mettre à la poste. Parce que là, jusqu'à nouvel ordre, l'essentiel va aller à la Caisse des dépôts. Jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. Voilà.
Une dernière question? Non? C'est pas une question, mais je veux bien dire quelque chose. Oui. Si, c'est une question. Je me sens profondément européenne et on entend beaucoup ici aussi critiquer l'Europe. Mais il faut préciser qu'il s'agit de l'Europe qu'on a actuellement, qu'on nous a fait, qu'on a laissé faire. Mais l'idée européenne, l'Europe, pour moi, c'est plus qu'une utopie, c'est une utopie réalisable, comme vous disiez la semaine dernière. Mais pas celle-là, pas celle qu'on a. Et on entend trop souvent critiquer l'Europe parce que on critique au fait Bruxelles, enfin, les institutions européennes qui semblent décider de beaucoup de choses. Bon, mais il faut toujours être clair, c'est cette Europe-là qu'on critique. L'idée de l'Europe, une Europe solidaire, je pense qu'il y a moins à critiquer cette idée-là. D'ailleurs, tout le monde est plus ou moins pour, enfin, par quelques extrémistes. Les gens sont pour cette idée-là. Le problème, c'est est-ce qu'elle est réalisable? Oui. Bon, je voulais simplement ajouter aussi, on disait que l'Europe, il y a sur une seule question, la Commission européenne a plus de pouvoir que bon. Il faut savoir que maintenant, en Grèce, l'Europe, ce que les Grecs appellent Troïka. La Troïka, c'est l'Union européenne, la BCE, Banque Centrale Européenne, et le FMI, Madame Lagarde. Ce que les Grecs appellent Troïka, cette Troïka a pratiquement aboli la constitution grecque. Il n'y a plus guère de loi en Grèce qui ne soit dans la pratique abolie. Il n'y a plus, on leur demande, la Troïka leur demande des listes de gens renvoyés, de fonctionnaires notamment. Ils sont mis à genoux complètement par cette